Merci beaucoup. Allez, on enchaîne notre matinée avec une seconde table ronde. On va plus appeler ça format discussion. Avec le retour des grands industriels voilà, sur leur transformation, bouleversement vers l'industrie du futur. Comme tout à l'heure, notre table ronde, on va avoir 30 minutes de discussion avec mes deux invités et puis ensuite l'opportunité pour vous évidemment de pouvoir les interpeller, de leur poser toutes vos questions. On va arrêter la table ronde un petit peu avant l'heure prévue, c'est-à-dire à 12h10 au lieu de 12h15, puisqu'on enchaîne avec une autre table ronde à l'étage cette fois-ci. Voilà, merci à tous d'être ici aussi nombreux. Je suis ravie en tous les cas aussi d'accueillir à mes côtés Didier Panis, directeur IT, application et data pour Saft, groupe Total, et puis Thomas Brock pour Schneider Electric, directeur régional industrie, région Sud-Ouest France, opération, donc pour le groupe Schneider. Alors, je voudrais qu'on démarre avec Thomas Brock, s'il vous plaît. Voilà, vous êtes ici pour un retour d'expérience. Vous allez témoigner, Monsieur Brock, sur votre programme Smart Factory et votre transformation digitale. Peut-être un petit mot du groupe Schneider en préambule quand même, c'est important. Très bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Schneider Electric, en deux mots, hein, on travaille autour de deux métiers que sont l'automatisme et la gestion de l'énergie. C'est un groupe industriel français à dimension internationale. Juste quelques chiffres rapidement, on compte 145 000 collaborateurs et en termes de recherche et développement, ça correspond à 5% de notre chiffre d'affaires. Et en termes d'usines sur l'ensemble des continents, on a à peu près 200 usines de production. On a la chance d'en avoir 45 en France. Et si on parle de la région Nouvelle-Aquitaine, on a 4 usines de production ici, 2 sur Angoulême, une à Libourne et une à Limoges, et 4 agences commerciales. Sur le sud-ouest, ça représente à peu près 1000 collaborateurs. Alors, votre transformation digitale, elle a démarré dans vos usines il y a environ 2 ans avec une... Absolument, oui. Ouais, c'est ça, avec une grosse culture Lean. On va rappeler ce que c'est que la culture Lean pour ceux qui ne sont pas initiés à la question. Ouais, c'est très très bien. Donc effectivement, il y a 2 ans, on a lancé ce programme-là, Smart Factory. L'avantage qu'on a chez Schneider, c'est vrai qu'on avait, pour implémenter les couches digitales, on va dire, et pour que ça soit bien intégré, c'est important d'avoir des bases qui soient assez solides. Je pense que pour ceux qui ont pu participer à la conférence hier de François Pellerin, c'était très bien proposé, puisqu'on a une base vraiment d'autonomie en fait d'une industrie, la partie lean management, donc tout ce qui va être organisation, culture de la performance. Et si on a une organisation qui est saine, c'est vrai qu'implémenter des couches digitales sur ces sites de production, ça reste quand même beaucoup plus facile, quoi. Alors cette transformation, elle passe par 6 grands axes, m'avez-vous dit quand on a préparé cette table ronde. Est-ce qu'on peut en dire un mot, détailler les grands axes de changement? Absolument. Donc en fait, ce programme Smart Factory, l'objectif c'est d'embarquer 100 usines sur les 200 à horizon 2020 dans le programme. Et on a construit en fait un squelette autour de 6 thématiques. Et chaque usine va choisir finalement ses projets qui sont pertinents pour le site de production, qui correspondent avec des ROI qui sont satisfaisants. Et donc les 6 thématiques de ce squelette sont, on va dire, le management agile. Ça, c'est la première des thématiques. Quand on parle de management agile, c'est beaucoup plus d'authenticité, beaucoup plus de confiance, d'autonomie, de réactivité dans la gestion des problématiques, beaucoup plus de transparence. Donc, c'est vraiment une grande thématique. Après, on a des choses qui vont être plus autour de la gestion des machines, la gestion et la disponibilité des machines de production. Ça, c'est une autre grande thématique. On a également l'efficacité énergétique, l'efficacité des process de production. Et la dernière rubrique, on va dire, des thématiques, c'est très tourné autour de nos femmes et de nos hommes qui travaillent dans nos industries pour les recentrer vraiment au cœur de l'usine, quoi. Alors, j'aimerais qu'on illustre tout ça avec un exemple concret, puisque vous avez vous avez monté un site vitrine, on peut appeler ça comme ça, en Normandie, c'est ça? Oui, absolument. Donc on a voulu dès 2017 créer 3 vitrines. Il y en a une en Chine, une aux États-Unis, aux US, et puis une en France. Donc le site vitrine est basé en Normandie. C'est l'usine du Vaudreuil, dans un petit village, et c'est très représentatif en fait du tissu industriel français, hein. On parle d'une industrie qui a été créée, une usine en 1975. On compte 350 collaborateurs.
On y fabrique dans cette usine des contacteurs et une gamme de variateurs de vitesse, plutôt à haute cadence. Alors les différentes, donc c'est un site vitrine, on reçoit plusieurs, enfin pour l'instant, je crois que l'année dernière, à peu près 5000 clients, on a reçu à peu près pour visiter en fait. Et on a installé différentes briques intéressantes par rapport aux différentes thématiques qu'on a vues avant. Je vais vous en donner quelques-unes peut-être pour expliquer un petit peu concrètement le type de solution. On va parler de cybersécurité. Comme tout site industriel, on est fort attaqué de manière journalière sur la cybersécurité. Donc on a vraiment intégré un smart bunker, un vrai mini data center intégré dans l'usine qui va permettre de gérer l'ensemble des data et des applications nécessaires à la production en autonomie. Donc ça a été vraiment une première grosse brique avec des couches logicielles qui permettent aussi par apprentissage de s'assurer, de vérifier des différents flux de communication qu'on a dans l'usine et qui permettent de repérer et de bloquer des flux de communication qui vont être anormalement, soit anormaux par leur volume ou anormaux parce que normalement inexistants. Donc ça, c'est des exemples de couches logicielles et des choses beaucoup plus pratiques et visuelles quand on parle de sécurité, tout simplement en installant des stations de décontamination de clés USB et de disques durs à l'entrée du site qui va décontaminer le matériel pour les entreprises extérieures ou même les collaborateurs extérieurs et qui va permettre d'installer, donc de décontaminer, d'installer un certificat qui sera reconnu après sur l'ensemble de l'usine. Donc ça, c'est l'avantage, c'est que c'est des solutions qui sont visuelles et assez pédagogiques aussi, donc c'est assez vertueux, quoi. Ce qui est intéressant sur ce site, c'est que ce sont véritablement les collaborateurs qui ont mené cette transformation. C'est ça que vous Ouais, disiez aussi. c'est très très vrai. Ça, je pense que c'est ce qui en a fait d'ailleurs. C'est une des clés du succès, je pense. Là, tous ces projets, je pense, ça a été très bien expliqué dans plusieurs conférences hier. L'important, c'est que ce sont les gens qui vont utiliser les solutions demain, qui connaissent en plus le site de production et les particularités, qui doivent être impliqués forcément dans ce type de projet, même si on a besoin à un moment donné d'un support externe sur certaines techniques. C'est important que les gens du site s'approprient les solutions. Avant qu'on donne la parole à Didier Panis, une toute dernière question. Quelles ont été peut-être les principales difficultés que vous avez rencontrées pour mener à bien cette transformation ? Oui, alors ça c'est une très bonne question. On parle beaucoup des succès, mais peut-être assez peu des échecs. On en a eu. C'est vrai qu'on a essayé différentes briques technologiques qui n'ont pas donné satisfaction pour notre site. Donc je vais en donner quelques-unes, mais je suis sûr qu'elles fonctionneraient ailleurs. C'est pas pour pointer du doigt différentes solutions, mais c'est vrai qu'on a essayé par exemple des montres connectées, des lunettes aussi également à un moment donné. On a un Kobo aussi qui n'a pas encore trouvé vraiment la place dans notre usine. Donc on fait des essais. Il y a plein de choses qui ont bien marché. J'en parlerai aussi peut-être tout à l'heure. Mais on a souvent des échecs. Là, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on essaye. Et dans tous les cas, on apprend des échecs et ça permet de conforter des idées, des positions et également d'essayer de nouvelles solutions. Donc, effectivement, on va parler des réussites tout à l'heure. J'aimerais qu'on entende à présent Didier Panis. Bonjour et merci d'être là. Je rappelle que vous êtes directeur IT, applications et data pour Saft, groupe Total. Vous gérez 14 sites dans le monde pour Saft, qui fait donc partie de ce groupe Total dans la branche gaz, énergie renouvelable. Vous êtes en charge des systèmes d'information Saft et vous drivez aussi les sujets autour de tous les sujets autour de la digitalisation des usines, modernisation des usines au sens système d'information. Vous ne faites pas ça tout seul, évidemment. Vous avez une équipe Lean. Expliquez-nous comment vous travaillez au sein de Saft. Oui, donc effectivement, Saft, c'est une société il fait partie du groupe Total, 4500 personnes, qui fait partie de Total depuis 3 ans, composé de 14 sites de production, 30 agences commerciales. L'organisation de Saft, en fait, on a des divisions produits, on a des fonctions transverses, donc les systèmes d'information, le Lean. Et le Lean et les systèmes d'information travaillent en collaboration, c'est-à-dire sont vraiment en binôme sur les projets de digitalisation, que ce soit dans les usines ou que ce soit dans les bureaux, dans tout ce qui est Lean, ce qu'on appelle Lean et Lean Office. Vous avez des sites pilotes, je crois, dont un ici à Bordeaux d'ailleurs. Hein. Donc on a plusieurs, parmi les sites, on a des sites un peu plus avancés. Donc on a Bordeaux, effectivement, Oskarshamn en Suède,
qui sont des sites plus pointus, où il y a eu plus de projets de digitalisation, où on va trouver des exemples de digitalisation sur le flux de production, ce qu'on appelle les MES, sur les montages de produits en usine, mais aussi sur les fonctions support. Par exemple, des projets de relations avec les clients, un portail client qui est en cours de déploiement, qui va permettre de donner la visibilité des claims, donc des problèmes avec les fournisseurs en temps réel, d'avoir une visibilité très précise, là où avant c'était partiellement digitalisé. D'autres projets de digitalisation dans les bureaux. Je mentionnais enlever le papier dans l'usine, mais aussi dans les bureaux, en supprimant tous les flux papier pour les demandes d'investissement, c'est en cours pour les demandes d'achat aussi. On a des projets pour continuer à réduire le papier. Le but étant d'enlever tout le gaspillage. On est une société de 4500 personnes, donc d'optimiser au maximum l'usage des différentes personnes, métiers, pour réaliser leurs fonctions. Alors, on va revenir sur des exemples concrets de choses qui ont été bouleversées dans votre groupe. On précise que Saft a 100 ans et le site de Bordeaux a 70 ans. C'est pas rien. Donc, on imagine que c'est quand même compliqué de changer les choses d'un point de vue tout à fait humain au départ. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Première étape, c'est d'avoir le soutien du management, évidemment, de l'entreprise, du management du site. C'est le cas ? Évidemment, mais aussi, comme le disait mon collègue, d'avoir un soutien des opérateurs, des différentes personnes en production. Parce qu'il y a des habitudes de travail qui sont, certaines peuvent être assez anciennes, et quand on digitalise, on doit le faire étape par étape pour ne pas bloquer et avoir une valeur qui se dégage progressivement, et tout en emmenant les différentes personnes du métier. Donc ça se fait avec eux, déjà les chantiers sont faits avec eux et c'est fait pour eux. Donc c'est-à-dire que le succès se juge par rapport à leur engagement dans les projets. Monsieur Brock, de la même façon, l'humain, c'est quelque chose qui est aussi difficile à appréhender pour faire changer les choses, les cultures, les mentalités. Comment vous avez géré ça avec Schneider ? Ouais, c'est effectivement, c'est très vrai, surtout qu'on a beaucoup de différentes générations dans nos usines. C'est pas forcément non plus toujours les plus jeunes qui adhèrent le plus facilement aux solutions digitales, mais en tout cas, il faut forcément impliquer, comme on disait, les différentes personnes. Si je donne un autre exemple, par exemple, on a implémenté 3 AGV, par exemple, sur l'usine, donc des petits audio guides vehicle qui permettent d'approvisionner les lignes de production. C'est une personne qui n'était pas du tout du métier de la logistique, qui ne connaissait pas grand-chose au final, et qui a mené, elle, le projet. C'est une femme qui a mené le projet de benchmarker les différentes solutions et de choisir celle qui a été retenue. Donc, une fois de plus, ça passe par les collaborateurs qui s'approprient les solutions. Est-ce que dans ce processus vers la digitalisation, vous touchez à tous les métiers chez Schneider ? Oui, absolument. Que ça soit aussi bien, on a parlé du management, si on parlait aussi des opérations dans l'usine, il y a beaucoup de solutions digitales qui sont là pour aider à la maintenance, pour aider à la conduite également de la production. En maintenance, on a installé des solutions comme la réalité augmentée à base de tablettes afin d'avoir d'autres informations contextuelles. Qui permettent la première valeur d'usage pour la réalité augmentée chez nous, ça a été au niveau de la maintenance, parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps en fait à chercher en fait sur un dépannage. C'est 50% de recherche d'informations et 50% du temps à dépanner, et finalement le fait d'avoir sur une tablette un ensemble d'informations contextuelles avec des schémas électriques, l'historique des différentes pannes, les pièces de rechange qui vont être disponibles dans le magasin, ça nous permet effectivement de gagner en temps. Donc effectivement pour la maintenance, la réalité augmentée également pour les opérations et pour la formation, c'est-à-dire que même sur un poste de travail, on peut dérouler tout un ensemble de scènes, de conduites qui vont aider en fait l'opérateur à base du tutoriel, à base de vidéos, à mener des opérations. Et ça c'est vraiment un gain très apprécié. Ouais. Didier Panis, même question. Est-ce que vous touchez à tous les métiers aussi dans ce processus de digitalisation ? Puis j'aimerais qu'on revienne sur les différents postes justement qui ont évolué et ce qui a changé concrètement chez vous. Oui.
Effectivement, on touche à tous les métiers. Alors, le cœur de Saft, c'est de fabriquer des batteries pour des industriels. Donc, le cœur, c'est l'usine. Donc, effectivement, ça part de la digitalisation de la production avec la gestion des données de fabrication dans des solutions comme des MES pour enlever toute instruction papier et avoir les informations qui puissent ensuite être exploitées pour faire des analyses de données. Mettre aussi des tablettes, effectivement. Concrètement, sur Bordeaux, on déploie des tablettes pour des superviseurs de production qui peuvent voir l'état d'avancement de leur production sur des tablettes. On a aussi digitalisé ce qui est en amont, c'est-à-dire l'ingénierie, le bureau d'études. On fait des produits compliqués. Donc, c'est des produits qui nécessitent une conception souvent spécifique pour des industriels. Donc, on utilise pour ça une solution de PLM, de gestion des données produits et de gestion du changement, et qui est interfacée avec la production. C'est-à-dire que si un client relève un problème, ou si on relève un problème lors d'une analyse qualité, ce problème est analysé, on fait au sein de notre système de gestion des données produits, et on fait une analyse d'impact sur tous les sites de production. Et le site de production reçoit une mise à jour de la documentation, des instructions de montage, de nomenclature à jour. Et derrière, ça se matérialise sur la ligne de production. Par exemple, à Bordeaux, on a des postes où on va voir le plan de montage dans la dernière version avec les instructions qualité mises à jour et des étapes des instructions pour suivre l'assemblage. La prochaine étape étant évidemment aussi de mettre de la réalité augmentée, typiquement des HoloLens ou autres, de manière à travailler main libre. Mais le cœur, c'est effectivement de maîtriser les données d'abord. Là, dans les données de bureau d'études, si on regarde encore plus en amont, on a digitalisé aussi dans la R&D, on fait de la simulation sur nos produits. On a des modèles de simulation pour très en amont faire la conception, les tests, éviter de fabriquer des prototypes qui coûtent cher et qui sont jetables, digitaliser dès la R&D. Et si on regarde après avec le client, on a la supply chain, donc l'optimisation du plan de production avec un projet à Bordeaux, à Poitiers, qui est en déploiement de modèles de planification à capacité finie pour optimiser la date de livraison à nos clients. Si on regarde encore plus, on a relation client, comme je vous disais. Donc là, on a la relation client. On a évidemment, comme toute société, mis en place un CRM. Donc, vous êtes en pleine refonte aussi, je crois, de votre portail client, c'est ça? Exactement. Ouais. Et sur le portail client, on avait différents portails avant pour différentes branches de produits. On est en train ça a commencé cette année, de remettre un portail unique pour tous nos clients. Où on peut déjà donner accès à nos clients aviation, à toutes les documentations, des formations en ligne. On a aussi, à partir de janvier, on va déployer la gestion des claims, c'est-à-dire les non-conformités avec nos clients qui seront unifiés avec un workflow complètement digital qui permettra aux clients comme aux parties prenantes dans la société de suivre en temps réel l'avancement. On a aussi évidemment toute la doc en ligne et dans le plan, dans les prochaines années, on veut donner une visibilité de l'état d'avancement des commandes en temps réel sur notre portail. Est-ce que prendre le virage de la digitalisation, ça veut dire se remettre en question quasiment chaque année? Oui, déjà la première chose, c'est spécifique, peut-être plus spécifique à Saft. Saft est une société de, comme je disais, de 4500 personnes, fait partie du groupe Total, mais on a une spécificité. Chaque site a une culture très forte avec des processus, des hommes qui ont une façon de travailler. Donc les projets sont vraiment pour un site. On n'a pas le principe d'avoir une plateforme qu'on peut déployer de façon complètement linéaire sur tous les sites. À chaque fois, on a des plateformes technologiques, mais on doit les adapter aux besoins du site, adapter aux évolutions. C'est-à-dire que les technologies vont évoluer, les processus de fabrication, et tous les ans, on refait un audit. Où est-ce qu'on est maintenant par rapport à
à nos concurrents, par rapport à notre standard, ce qu'on appelle World Class, qui mesure l'efficacité de nos usines, et comment on peut continuer à s'améliorer. Même question pour vous, Monsieur Brock. Est-ce que voilà, remise en question chaque année et puis quelles sont les prochaines étapes peut-être à venir? Oui, absolument. Alors c'est vrai que c'est des projets quasiment continus parce que les technologies évoluent vite. L'ensemble des briques qu'on a intégrées, par exemple, dans cette usine du Vaudreuil, c'est un projet qui a duré 9 mois. Donc on a parlé de cybersécurité, de réalité augmentée, on a installé également de la réalité préventive, du monitoring énergétique. Mais tout ça a été très très court. On a reçu d'ailleurs le label Alliance Industrie du Futur pour cette capacité en fait, d'expérimentation très rapide de solutions. Ça a duré 9 mois. Donc c'est effectivement très très court dans la vie d'un industriel. Et après, il ne faut pas en rester cantonné à ces briques. Il faut les faire vivre, les faire évoluer. Et typiquement, on fait évoluer certaines solutions qui ont été déployées pour les rendre encore plus robustes, encore plus pertinentes. Et c'est le cas, par exemple, d'une des solutions en maintenance préventive où on a continué à améliorer le modèle pour intégrer d'autres paramètres pour être encore plus précis. Voilà. Donc effectivement, il faut faire évoluer ces solutions. Oui. Monsieur Panis, vous me disiez quand on a préparé cette discussion que l'un des plus gros enjeux pour vous, c'est la data, évidemment. Exactement. C'est le gros chantier qui commence pour nous maintenant, c'est d'exploiter les données, non pas de façon manuelle, mais de façon en utilisant les plateformes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a déjà sur Bordeaux commencé, mais c'est que le tout début. On a mis en place une plateforme pour capter les données de production, ce qu'on appelle un data lake, un lac de données sur une plateforme Internet. On récupère toutes les données de production pour faire, donc là, le premier objectif, une maintenance prédictive pour des équipements. Et après, on a des objectifs, on a des projets pour améliorer la qualité de nos produits en analysant les données et détecter des problèmes de qualité. Chaque usine étant spécifique, les projets seront évidemment adaptés au process, à la ligne de fabrication. Mais en commun, ce qu'on veut, c'est récupérer toutes les données dans une plateforme, faire donner aux opérateurs, aux producteurs et au management du site les moyens d'analyser leurs données de façon assistée, c'est-à-dire avec des algorithmes qui permettent de trouver les problèmes. Donc c'est la prochaine étape. On est en plein dans cette transformation-là. Est-ce que tous les deux, vous avez besoin de compétences aussi pour accompagner cette transformation vers le digital dans vos entreprises respectives? Est-ce que vous cherchez des compétences? Est-ce que c'est difficile aujourd'hui, cet aspect-là? C'est effectivement assez compliqué. Nous, des fois, l'industrie, il faut être réaliste, n'a pas toujours une image très sexy, on va dire. Ça attire pas forcément. Donc oui, on a besoin de travailler ça. Le fait d'avoir des labels, d'être reconnu usine du futur ou industrie du futur, ça permet quand même d'attirer les talents et on en a besoin. Et c'est vrai que pour des petits sites de production, des fois perdus dans les campagnes, le Vaudreuil, ça reste à 80 km de Rouen, c'est pas facile d'attirer non plus des jeunes. Ce côté vitrine, alliance industrie du futur, ça nous aide et ça attire au final et on arrive à trouver des collaborateurs. Donc on est plutôt ravis. Mais c'est un gros enjeu effectivement, mais la digitalisation aide aussi à recruter et à attirer les talents. Didier Panis, sur cette recherche de compétences, c'est une problématique ou pas? On ne peut pas dire qu'on embauche massivement. Par contre, quand on embauche, on cherche des gens qui ont effectivement une expérience du digital, qui manipulent les outils et qui sont capables de faciliter le changement. Après, il y a tout l'aspect formation pour les personnes qui sont déjà en place. Quand on met en place une nouvelle solution, on les forme et il n'y a jamais assez de formation pratiquement. Et aussi, évidemment, on se fait accompagner avec déjà Total, nous supporte sur certains projets, par exemple d'analyse de données. On a des échanges régulièrement avec eux. On a l'intention de développer avec eux aussi l'usage de leur Digital Factory pour nos cas concrets. Et au cas par cas, on peut faire appel à des intégrateurs, à des partenaires externes pour nous booster dans la transformation, pour aller plus vite. On va ouvrir les questions à la salle parce qu'il est presque midi, mais j'ai posé la question à Thomas Brock, je ne l'ai pas posée à vous. Quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées à ce jour pour mener à bien ce changement drastique vers l'industrie 4.0, vers l'usine 4.0? Ce qui est peut-être plus spécifique à Saft qu'à Schneider, c'est que Saft, comme je le disais, est une société plus petite.
et qu'effectivement, les personnes qui sont impliquées dans les projets sont aussi très opérationnelles. Donc, ils ont un temps limité pour travailler sur ces sujets-là. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à garder avec eux suffisamment de bandes passantes pour que les projets se fassent dans les délais. Et parfois, ce n'est pas toujours faisable parce que ces personnes sont, quand il y a un impératif de production, ben, ça a priorité. Donc ça, c'est la difficulté. On n'a pas des personnes 100% dédiées. Donc c'est toujours jouer sur la gestion des ressources dans les projets. Allez, je me tourne vers la salle. On a 5-10 minutes pour vous permettre d'échanger avec les deux speakers. Merci, monsieur. On va vous amener un micro. Voilà. Bonjour, monsieur, on vous écoute. Merci, Vincent Guibert. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Merci pour votre retour d'expérience. Moi, j'avais une question à vous poser concernant la formation. La loi Pénicaud valorise et met l'accent, je dirais, sur la formation en situation de travail, sur les CFA, centres d'apprentissage en entreprise. Alors même si vous avez la chance de bénéficier l'un comme l'autre du soutien d'un grand groupe, quelle est votre position localement vis-à-vis par exemple de la création de CFA intégrés à vos entités? Thomas Brock. Ouais, alors côté formation, je vais essayer de donner un exemple concret. On a monté un programme de formation avec la Maison de l'Industrie, ici à Bruges, donc c'est l'UIMM, et on a un parcours de formation dédié à la transformation digitale, axé autour de différentes briques qu'on a évoquées un petit peu avant, hein, donc que ça soit le lean, que ça soit la stratégie un peu de digitalisation, que ça soit la cybersécurité, la performance des machines, etc. Donc en fait, et donc ça tombe bien parce qu'on a justement sur du 13 au 26 janvier, je crois, au 28 janvier, on a ce programme de formation qui aura lieu donc à la Maison de l'Industrie, là localement, à Bruges, et qui est ouvert à toute société, donc profitez-en. L'idée, c'est que se veut des formations qui ne soient pas techniques hyper pointues, c'est pas l'objectif, c'est vraiment une approche par de la méthode et du partage d'expérience. Donc là, voilà, je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais tout début d'année prochaine, il y aura déjà 12 modules. Vous pouvez choisir et construire à la carte votre programme sans difficulté, soit voilà, participer à un ou plusieurs modules avec plaisir. Et comme c'est un lancement, j'en profite, c'est vrai qu'on fait un tarif de 30%, de moins 30%, comme c'est la première tournée en France. Donc voilà, je vous invite à aller prendre plus d'informations sur le site de l'UIMM ou en tout cas sur le site de Schneider Electric. Merci. Ou sur notre stand toute la journée F11. Voilà, intéressant, merci. Bon, pas pour moi, j'ai passé l'âge, mais non, c'est intéressant que ça se sache. Parce qu'effectivement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup d'entreprises, vous le disiez, monsieur, recherchent un peu des moutons à 5 pattes. Ils n'existent pas. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont les entreprises qui font l'effort d'intégrer, de former, voire de reconvertir des personnes qui sont sur le marché du travail, qui progressivement construisent la 4e et la 5e patte, hein, et se dotent des bonnes compétences. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Autre question dans la salle, là. Est-ce qu'il y a une question ? Je ne vois pas de bras qui se lèvent. Oui, devant, au premier rang. Bonjour, monsieur, je vous en prie. Oui, bonjour. Je revenais sur ce qu'a dit monsieur Panis, à savoir que vous aviez des exigences par site. Et donc, vous aviez préféré partir sur on va dire de l'adaptation des technos et des mindsets par site. Donc, très bien, c'est une des réponses à ma question. Je voulais savoir ce que vous aviez fait, vous, chez Schneider. Si vous étiez parti aussi sur un custom par site ou si vous aviez une demande du top management pour plutôt mutualiser. Merci. Ouais. Alors du coup, on était, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on avait vraiment chaque site qui a quand même une autonomie dans le choix de ses projets. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut garder. Après, les différentes thématiques, on a un support. Typiquement, si on parle du Lean, on a quand même la Global Supply Chain chez nous. C'est vraiment des équipes qui sont là pour venir en aide et pour apporter des méthodes, pour apporter des retours d'expérience, pour apporter mais pas forcément pour imposer, mais plutôt pour être là en tant que conseiller. Donc on essaie quand même d'avoir certaines thématiques, un certain guide, mais par contre on laisse vraiment de l'autonomie sur chaque site. Ouais.
Je ne sais pas si je réponds bien à votre question. Donc une autonomie vraiment complète sur l'outil, que ce soit pour le MES par exemple, Ouais, on a le choix dans Ouais, alors l'outil. si on parle effectivement du MES, on a des solutions qui sont retenues par le groupe. Hein, on est éditeur, donc on commercialise nos solutions et on les éprouve dans nos usines. Et souvent, on a plusieurs solutions qui peuvent répondre aux mêmes besoins. Et dans ce cas-là, c'est vraiment le site qui choisit en fait la solution qu'il souhaite. Mais effectivement, ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est de tester un maximum des solutions qu'on met sur le marché dans nos usines. Et je pense que c'est des super épreuves de robustesse parce qu'on est aussi souvent travailler en interne, c'est toujours très, très compliqué. On est très demandeur. Donc on essaie d'éprouver un maximum de solutions. Mais typiquement, s'il y a plusieurs solutions, en tout cas dans le groupe, c'est vraiment le site qui choisit. Ouais. Une autre question au premier rang. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, Sergent Jovin, Aerospace Valley. Juste une question, quelle est votre politique vis-à-vis de vos fournisseurs? Comment est-ce que vous les embarquez dans cette transformation et qu'est-ce que vous leur demandez en particulier pour tout ce qui est la continuité numérique et je dirais poursuivre l'efficacité de ce que vous menez en interne? Je peux répondre. Alors chez Saft, en fait, ça fait partie de notre digitalisation. On a un projet qui est déployé en pilote sur le site de Poitiers et qui va se déployer à tous les sites de gestion de la relation client. C'est-à-dire, c'est un peu l'équivalent du CRM, mais avec les fournisseurs. La gestion de la relation fournisseur, le SRM va nous permettre de déclarer, d'avoir une visibilité en temps réel de l'analyse faite par les fournisseurs des problèmes. C'est-à-dire, si on a une non-conformité qui est détectée, le fournisseur doit répondre pour faire une analyse de défaillance qu'on appelle un 8D, si ça vous parle. Regarder, fournir tous les éléments qui justifient la raison du problème. Deuxième étape, ce portail va nous permettre d'évaluer nos fournisseurs, c'est-à-dire qu'on demande à nos fournisseurs beaucoup d'informations qu'on avait avant par des flux purement administratifs, email, donc pour faire des ratings, des comparaisons, pour savoir quel fournisseur est capable de répondre après dans un appel d'offres. Et on a dans ce portail, à partir de l'année prochaine, ça c'est la deuxième étape du déploiement, de mettre en place une analyse pour la qualité en suivant les standards automobiles. Donc monter le niveau d'exigence de nos fournisseurs, en particulier quand c'est dans le contexte proche de l'automobile. Donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer les principes qu'on a pu appliquer à nos clients avec nos fournisseurs pour avoir une digitalisation, on va dire, éviter d'avoir des ruptures avec du papier au milieu. Thomas Brock pour Schneider. Oui, c'est la même logique, hein, complètement de ce qui vient d'être dit. Je ne veux pas forcément apporter de nouvelles informations, mais oui, c'est ça. Il y a le volet sécurité de plus en plus aussi qui est important. Donc là, on est aussi de plus en plus exigeant aussi avec nos partenaires et nos fournisseurs sur le volet sécurité, parce qu'on est quand même malgré tout sur des métiers aussi de gestion de l'énergie qui peuvent être assez risqués. Donc on essaie de renforcer ça et c'est en complément de ce qui a été dit, quoi. On peut prendre encore une question s'il y a dans la salle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite poser une question? Oui, au troisième rang. Monsieur, bonjour. Bonjour, Antoine Chotard, ADI Nouvelle-Aquitaine. Moi, j'avais des questions concernant aussi vos méthodes et la façon de faire passer justement cette transformation digitale. Il y a souvent des exemples où des méthodes qui viennent, je sais pas, de l'agilité, du monde du design, permettent aussi de repenser la façon dont on travaille avec les collaborateurs en interne, avec le management, avec les sachants, mais aussi avec les usagers, les utilisateurs. Comment ces processus, on va dire, de collaboration ont changé chez vous et est-ce que le digital vous a mené à ça? Alors, conservez le micro. Ouais, très bien. En fait, c'est une très très bonne question. Après, l'équipe, une fois de plus, elle se constitue localement. Donc on est vraiment
plutôt en train de présenter les différentes thématiques. Et l'idée, c'est vraiment de travailler localement sur, une fois de plus, les besoins et que ce soit vraiment différentes personnes du site qui portent le projet. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment une équipe projet qui se crée et ça se passe bien si justement les personnes se sentent impliquées. Voilà, c'est un peu la logique. L'outil digital aide effectivement. C'est vrai que si on prend en termes purement d'animation dans l'usine, si on parle d'animation à intervalles courts par exemple, c'est vrai que maintenant on a digitalisé cela et quelque chose qui a été bien vu, c'est qu'on passe plus de temps à discuter au final des problèmes de qualité qu'on a sur la ligne, et essayer de comprendre pourquoi et comment on va pouvoir le travailler, plutôt que de passer du temps à venir inscrire et faire du reporting d'informations sur du papier. Donc c'est vrai que ce côté-là était assez vertueux, et là pour le coup le digital a vraiment bien fonctionné, parce qu'une fois de plus on a des temps de réunion qui sont très courts. Généralement on essaye d'être debout et on dit que c'est un quart d'heure et pas plus, et au bout d'un quart d'heure on s'en va. Et le fait d'avoir tout de suite les informations parce que le digital le permet, et qu'on soit plus en train d'évoquer la problématique et essayer de trouver des réponses ou un plan d'action. Voilà, ça c'est vraiment très, très vertueux une fois de plus, et c'est le genre de choses qui sont bien appréciées. Didier Panis, appliquer tous les collaborateurs, ça c'est une évidence. Avec quelle méthode alors ? Comme je disais au début, quand on lance une digitalisation, c'est un projet, et le projet doit résoudre un problème. Donc on doit déjà partager le problème, quel est le problème qu'on veut résoudre, quels sont les enjeux financiers, humains, et décrire ce problème comme tout projet, avec les bénéfices qu'on aura à le résoudre. Une fois qu'on a partagé ça, on a une première étape pour embarquer les différentes personnes, convaincre le management du site qui va amener les ressources, qu'effectivement c'est important et c'est plus important qu'un autre sujet. Et après, on déroule le projet et on refait régulièrement des points sur l'avancement par rapport au business case qui a été donné. Donc c'est une vraie démarche projet, comme ça se fait. Si le problème est bien décrit, les opérateurs vont adhérer. Il n'y a pas de... On arrive au terme de cette table ronde. Je regarde pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres questions dans la salle. J'ai une toute dernière question quand même, messieurs, pour vous, avec votre expérience et votre recul. Vraiment, de façon très synthétique, quel est pour vous le secret pour bien réussir et prendre le virage de la digitalisation dans une entreprise aujourd'hui ? Thomas Brock pour Schneider. Ok, très bien. Donc de manière très très synthétique, je dirais que si on veut améliorer notre succès, je pense qu'il faut doubler en fait le taux d'échec. Et c'est vraiment l'expérimentation qui nous fait avancer, quoi. Didier Panis. Le secret, c'est d'être proche du métier sur chaque site. C'est spécifiquement plus chez nous, ça ne peut pas se faire d'une vue centrale, et chaque site ayant son propre ADN en termes de process, de problèmes humains, de culture, d'histoire. Il faut s'adapter à chaque site, et donc les solutions se font avec le site, en relation avec le site. C'est très très terrain. On ne peut pas arriver avec une solution toute faite et ça ne marche pas. J'aimerais qu'on remercie et qu'on applaudisse chaleureusement les deux intervenants de cette discussion, de ce panel très intéressant. Merci beaucoup à tous les deux. On enchaîne à 12h15, un étage au-dessus, si vous souhaitez venir nous retrouver. Prenez le train de l'IoT pour votre usine 4.0, source de compétitivité. À tout de suite.